Le grondement régulier des moteurs se mêlait au bruit des vagues qui caressaient doucement la coque du bateau. 4 silhouettes se tenaient à l'avant, scrutant l'horizon où le ciel et la mer semblaient se fondre en une seule étendue sans fin. Leur mission, commencée des mois plus tôt, les avait enfin menés ici, loin des côtes et des regards curieux. David, un archéologue passionné par les civilisations anciennes, serrait fermement le bastingage, son regard tourné vers l'immensité. À ses côtés, Sophie, une océanographe expérimentée, observait le mouvement des vagues avec une concentration sereine. Malgré les dangers de l'expédition, il ne pouvait s'empêcher de ressentir une certaine excitation, accentuée par la présence de Sophie. Le regard qu'elle lui jetait parfois lui donnait l'espoir que ce voyage pourrait changer bien plus que leur vision du passé. « Tu penses qu'on trouvera quelque chose ?» demanda Sophie, une étincelle d'amour dans le regard. David hocha la tête, l'air pensif. Si les données sont exactes, on pourrait être sur le point de découvrir l'une des plus grandes énigmes de l'histoire, une cité engloutie, cachée sous des kilomètres d'eau. Thomas, l'historien de l'équipe, feuilleta un carnet de notes tout en se rapprochant d'eux. Ce serait incroyable. Une cité sous-marine inconnue, vieille de plusieurs millénaires. Je me demande à quel point ces légendes sont proches de la réalité, murmura Sophie. Jonas, le financier de l'expédition et ingénieur visionnaire, interrompit leur conversation. Vêtu d'un blouson en cuir, il avait ce charisme magnétique de ceux qui étaient habitués à diriger. Il sourit en s'approchant, une lueur d'ambition dans les yeux. « Laissez-moi vous dire, ce qu'on va trouver là-bas changera le monde. Il ne s'agit pas seulement de vieilles ruines. Si ce que la sonde a détecté est bien réel, cette découverte pourrait révolutionner la technologie moderne. » David sentit un frisson d'inquiétude. Jonas voyait cette expédition comme un tremplin pour son propre prestige. L'archéologue, lui, voulait simplement comprendre. Le bateau avait été loué spécialement pour l'occasion, équipé d'un sous-marin capable de plonger dans les profondeurs des abysses. Il s'en servirait pour explorer ce que la sonde avait détecté lors de leur précédente mission. Des structures massives tapies dans les abysses. Des structures qui, selon toute vraisemblance, n'étaient pas naturelles. Sophie ajusta son équipement, les yeux brillants d'anticipation. Nous sommes enfin proches de notre objectif. Le vent marin souffla doucement sur eux, emportant l'écho de leurs pensées vers les profondeurs. Bientôt, ils seraient face à l'inconnu. Et si les découvertes de la sonde étaient exactes, ce qu'ils allaient trouver changerait à jamais l'histoire humaine. Mais pour l'instant, tout ce qu'ils pouvaient faire était attendre que le bateau les mène à l'emplacement exact. Jonas, impatient, jeta un coup d'œil à ses instruments. On y est presque. Encore quelques heures avant d'atteindre la zone. David lança un regard à Sophie, un mélange d'appréhension et d'excitation se lisant sur leur visage. La mer cachait bien des mystères, mais celui-ci promettait d'être unique. L'aube se levait à peine lorsque le bateau atteint sa position au-dessus des coordonnées marquées par la sonde lors de la précédente expédition. L'équipage, malgré la fatigue, se sentait étrangement éveillé, le frisson de l'exploration les gardant alertes. Jonas, toujours aux commandes, fit signe à David et Sophie de se préparer. « C'est le moment. Descendons voir ce qui nous attend là-bas. » David s'installa à bord du sous-marin. Sophie prit place à ses côtés. Elle semblait apprécier sa présence, suivie de Thomas, l'historien, qui était particulièrement fébrile à l'idée de contempler des vestiges oubliés.
Le hublot du sous-marin offrait une vue imprenable sur les ténèbres glaciales de l'océan. Alors qu'il descendait lentement, la lumière du soleil s'estompait peu à peu, remplacée par une obscurité quasi totale. La seule chose qui brisait cette noirceur était le faisceau puissant des projecteurs du sous-marin. « Nous entrons dans la zone », annonça Jonas depuis le poste de contrôle. Sa voix était calme, maîtrisée, mais David pouvait sentir l'excitation grandissante qui l'habitait. Soudain, les capteurs du sous-marin s'activèrent. Sur les écrans, des formes commençaient à apparaître. Des masses sombres, rectangulaires, inégales, des structures. David retint son souffle. « On y est », murmura Sophie, la voix tremblante d'émerveillement. Le sous-marin atteignit le fond de l'océan, à proximité de ceux qui semblaient être des ruines immenses. Sous la lueur de leurs projecteurs, ils distinguèrent des colonnes massives, effondrées en partie, mais toujours debout. Elles semblaient vieilles, très vieilles, comme usées par le temps et la mer. « C'est gigantesque », commenta Thomas en fixant l'écran. « Regarde ça. On dirait une ville entière, engloutie. » La cité engloutie se révélait peu à peu sous leurs yeux, les restes d'une civilisation oubliée depuis des millénaires. Il était impossible de ne pas ressentir une profonde émotion en contemplant ce qui avait autrefois été un lieu vivant, habité par des êtres humains comme eux. « On se rapproche de cette grande structure », annonça Jonas. « Elle semble être au centre de la cité. Peut-être un palais, un temple. » Le sous-marin glissa entre les ruines et s'arrêta devant un immense édifice. Une sorte de monument central, dont l'architecture évoquait grandeur et mystère. Des murs gigantesques s'élevaient devant eux, couverts d'inscriptions gravées, presque effacées par le temps. « C'est ici, » dit David en observant les fresques avec attention. « On doit entrer. » Jonas acquiesça et manipula habilement les commandes. Les bras mécaniques du sous-marin s'activèrent, poussant doucement une porte sous-marine qui semblait lourde et scellée depuis des siècles. Dans un grincement métallique, elle finit par céder, révélant une grande salle à l'intérieur du bâtiment. « C'est incroyable », murmura Sophie en voyant les fresques recouvrir les murs. Elles étaient presque intactes, préservées par l'eau et le temps, comme un message laissé à ceux qui viendraient bien des siècles plus tard. Les fresques représentaient une civilisation avancée, un peuple autrefois prospère, vivant au cœur de cette cité. David, fasciné, scrutait chaque détail, chaque symbole gravé. Les scènes montraient des gens en harmonie avec leur environnement, mais aussi des technologies incroyablement sophistiquées dont l'origine semblait être un mystérieux cristal brillant au centre de la cité. Thomas s'approcha des inscriptions, décryptant doucement les scènes. Ce peuple utilisait un cristal comme source d'énergie, expliqua-t-il à voix haute, les yeux rivés sur les fresques. Une énergie qui servait à tout: guérir les malades, purifier l'eau, améliorer les cultures, alimenter leur technologie. C'était une société florissante grâce à cette puissance. Mais ça a mal tourné, ajouta Sophie en désignant une autre partie de la fresque. Certains ont utilisé cette énergie à des fins néfastes. Ils ont voulu en faire des armes. L'horreur de ceux qu'ils découvraient se dévoila peu à peu. Le cristal, autrefois source de bien-être et de prospérité, avait été détourné par des dirigeants avides de pouvoir. Des guerres avaient éclaté et la fresque montrait les ravages de ces conflits. D'après les dessins sur la pierre, le cristal semblait jouer un rôle de catalyseur, transmutant les intentions de ceux qui l'utilisaient, en objets physiques ou en énergie,
Cette énergie pouvait être utilisée pour protéger, mais aussi pour détruire. Il y a une sorte de conscience liée à cette énergie, murmura David, captivé. Ce dessin semble parler d'une conscience propre au cristal, mais ce n'est pas clair. La fresque montrait la cité sombrée dans le chaos, engloutie par sa propre création. Des vagues gigantesques, des tremblements de terre, une apocalypse qui semblait s'être abattue sur elle, précipitant sa chute dans les profondeurs de l'océan. C'est ainsi que la cité a été engloutie, conclut Thomas, solennel. Le cristal s'est nourri de leurs intentions et a transmuté leurs énergies destructrices sous forme d'armes. Tout cela s'est retourné contre eux et tout a été perdu. Sophie frissonna en regardant David. On a découvert quelque chose de bien plus grand que ce que l'on imaginait. Le silence s'installa dans la cabine du sous-marin, chacun prenant la mesure de ce qu'il venait de découvrir. Une civilisation entière avait disparu, victime de son propre pouvoir. Le cristal, cette source d'énergie prodigieuse, avait entraîné leur perte. Mais l'équipage savait qu'il n'en était qu'au début de leur exploration. Au cœur de ces ruines englouties, peut-être se trouvait encore ce mystérieux cristal, et ce qu'ils allaient faire de cette découverte pourrait bien changer leur destin ou le détruire. Les lumières du sous-marin balayèrent les murs massifs de la structure engloutie, révélant de nouveaux détails des fresques que l'équipe venait de découvrir. Le silence qui régnait dans la cabine était palpable, chacun étant absorbé par la signification de ces images vieilles de plusieurs millénaires. David était penché sur les inscriptions, son esprit bourdonnant sous l'effet de cette incroyable découverte. À chaque instant, il avait l'impression de se rapprocher d'une vérité plus profonde, d'un secret dissimulé dans les profondeurs de cette cité perdue. Sophie, elle, examinait une partie des fresques montrant une figure solitaire, différente des autres. Elle attira l'attention de David et de Thomas. « Regardez ça, cet homme. Il semble différent des autres personnages. » Thomas s'approcha, son regard rivé sur l'image. « Vous avez raison. On dirait qu'il se prépare à quelque chose, comme s'il avait pressenti la catastrophe. » L'image représentait un homme sage gravement préoccupé, observant de loin la cité alors que le chaos commençait à naître peu à peu dans la cité. Il était en train de sceller une porte immense, entourée de symboles mystérieux. « C'est une salle secrète », décrivit Thomas en analysant les détails. Il semble avoir anticipé l'effondrement de la cité. Il a enfermé quelque chose à l'intérieur. David se redressa brusquement. Peut-être un fragment du cristal ou des informations cruciales. Jonas, qui jusque-là observait en silence, se pencha sur les écrans. S'il a préservé une partie de cette énergie ou le savoir de cette civilisation, cela pourrait changer l'histoire moderne. Pensez-y, une source d'énergie inépuisable, des technologies capables de transformer le monde. Un enthousiasme se propagea dans la cabine du sous-marin. Les légendes sur l'Atlantide ne semblaient plus être des mythes. Elles prenaient forme devant leurs yeux. Une salle secrète contenant un fragment de cette énergie pourrait non seulement confirmer l'existence de la cité, mais également offrir au monde un potentiel révolutionnaire. Si cette salle existe encore, et si nous la trouvons, commença Thomas, ses mots chargés d'espoir. Nous pourrions ramener des connaissances qui changeraient tout. Imaginez ce que cela pourrait faire pour combattre la famine, les maladies. Sophie regarda David, les yeux brillants d'excitation. On pourrait sauver des millions de vies avec une telle découverte.
cette énergie pourrait être utilisée à bon escient. Pourtant, malgré l'enthousiasme général, une ombre traversa le visage de David. Une inquiétude grandissante naissait en lui. La fresque qu'ils avaient étudiée ne montrait pas seulement la grandeur de la cité, mais aussi sa chute, causée par ce même cristal. Ce peuple, pourtant avancé, avait été détruit par son propre pouvoir. Qu'adviendrait-il si cette énergie était mal utilisée une fois de plus? Nous devons être très prudents, finit-il par dire, sa voix grave contrastant avec l'excitation ambiante. Nous ne savons pas exactement à quoi nous avons affaire. Prudent? Répliqua Jonas avec un sourire sarcastique. C'est la plus grande découverte du siècle, David. Si ce cristal ou ce savoir existe encore, nous devons le ramener à la surface au plus vite. David n'était pas convaincu. La fresque racontait une histoire d'avertissement. Mais avant qu'il ne puisse protester davantage, Sophie, qui surveillait les instruments du sous-marin, capta une anomalie sur le sonar. « Attendez, il y a quelque chose en face. Ça pourrait être cette salle secrète, » dit-elle avec excitation. Le sous-marin avança prudemment, ses bras mécaniques frayant un chemin à travers des décombres de colonnes effondrées. Soudain, ils se trouvèrent face à une porte massive, décorée des mêmes symboles que sur la fresque. « C'est ici », murmura Thomas, bouche bée. Jonas manipula les commandes, approchant doucement le sous-marin de la porte. Ils purent observer de plus près les symboles gravés dans la pierre. Il semblait que cette salle n'avait pas été ouverte depuis des millénaires. Les projecteurs du sous-marin illuminèrent la surface de la porte, révélant une série d'illustrations gravées dans la pierre. Sophie déchiffra une inscription sous les images. Le cristal vit par la main de ceux qui l'animent. Sans eux, il s'endort, attendant l'éveil d'un nouveau souffle. David, attentif, fronça les sourcils. Cela signifie que le cristal dépend de la présence humaine. Quand la cité a sombré, il est entré en veille. Il est resté inactif tout ce temps. Thomas hocha la tête, son visage grave. Si nous ouvrons cette porte, nous pourrions être ceux qui le réveilleront. Un silence pesant s'installa dans le sous-marin, tandis que l'équipe réalisait l'ampleur de la décision qu'il s'apprêtait à prendre. Il y a de nouveau ce symbole, que je ne parviens pas à comprendre complètement, murmura-t-elle, presque pour elle-même. Les gravures semblaient décrire une conscience supérieure, comme si le cristal était doté d'une intelligence. On dirait que le cristal possède une sorte de conscience ou un moyen de communiquer, mais je n'arrive pas à déchiffrer le message. C'est flou, incomplet. Une émotion palpable régnait dans la cabine. L'équipe était sur le point de découvrir un trésor inestimable, quelque chose qui pourrait redéfinir leur monde. Sophie remarqua que David paraissait préoccupé. Elle se tourna vers lui, inquiète. « Qu'est-ce qu'il y a ? On dirait que tu as vu un fantôme. » David secoua la tête, tentant de dissiper ses doutes. « Non, ce n'est rien, un mal de tête persistant. Mais ça va, ne t'inquiète pas, » dit-il en souriant pour la rassurer. « Je vais essayer d'ouvrir la porte, » annonça Jonas, ses doigts déjà à l'œuvre sur les commandes. Les bras robotiques du sous-marin se mirent en mouvement, se dirigeant lentement vers la porte. Une fois encore, l'équipe retint son souffle. Derrière cette porte se trouvait peut-être le fragment de cristal ou des archives renfermant des connaissances perdues. Mais une question cruciale résonnait dans l'esprit de certains. Étaient-ils vraiment prêts à affronter ce qu'ils allaient découvrir? Le sous-marin fit un bruit sourd alors que les bras mécaniques prenaient appui sur la porte millénaire. Tout à coup, une secousse fit légèrement trembler la cabine.
Sophie se pencha vers les instruments. « C'est bon, » murmura Jonas. « Nous sommes sur le point d'entrer. » Leur cœur battant à tout rompre, l'équipe attendait avec impatience que les derniers obstacles cèdent. La porte massive, après des millénaires de silence, céda enfin dans un grincement sourd. L'équipe du sous-marin resta un moment silencieux, presque en apnée, contemplant le vide obscur qui s'ouvrait devant eux. La salle qui se cachait derrière était immense, un espace autrefois majestueux, mais à présent envahi par les ténèbres et la solitude. Les faisceaux lumineux du sous-marin se posèrent sur des piliers gravés, des murs couverts de symboles étranges, et au centre, une étrange plateforme en pierre. David, Sophie, Thomas et Jonas scrutaient attentivement chaque détail. « On y est, » murmura Jonas, la voix pleine d'admiration. Les fresques qu'ils avaient observées auparavant ne mentaient pas. Ils étaient bien au cœur de ce qui semblait être la salle secrète, un lieu conçu pour protéger un fragment du cristal et tout le savoir des Atlantes. Pourtant, malgré la grandeur du moment, Sophie ne pouvait s'empêcher de ressentir une inquiétude grandissante. Une légère lueur bleutée, presque imperceptible, émanait du fond de la salle, ajoutant une étrange aura à l'atmosphère déjà lourde. « Ça doit être le cristal, c'est sûr », s'exclama Jonas, faisant lentement approcher le sous-marin en direction de la lumière. Sophie se tourna vers David. « Tu penses vraiment que nous devrions ramener ce savoir à la surface ? Ces fresques montrent clairement à quel point ce cristal a été dévastateur pour la cité. » David hésita. Il partageait les mêmes doutes. Bien sûr, la découverte était extraordinaire, mais le risque que cela représentait pesait lourd sur ses épaules. Il prit une profonde inspiration avant de répondre. « Je ne sais pas, Sophie. Ce que nous avons vu jusqu'ici, ça montre à quel point cette énergie peut être dangereuse. » Sophie hocha la tête. « En accord. Je pense que ce fragment ne devrait jamais revoir la lumière du jour. Si cette énergie tombe entre de mauvaises mains. » David l'observa longuement. Il savait que son inquiétude était fondée. Malgré la promesse de connaissance et de progrès que cette découverte représentait, il ne pouvait ignorer l'histoire de destruction et de chaos qui l'accompagnait. C'était une force qu'il ne maîtrisait pas, un pouvoir qui avait autrefois détruit une civilisation avancée. Cependant, Jonas, qui écoutait d'une oreille distraite, n'était pas du même avis. Il se retourna brusquement vers eux, son visage durci par l'ambition. « Vous n'y pensez pas sérieusement. On a découvert quelque chose qui peut changer le monde et vous parlez de le laisser ici, sous l'océan. » David le regarda droit dans les yeux. « Justement, si on le ramène, on ne sait pas comment cela pourrait être utilisé. On a vu ce que cela a fait à cette civilisation. » Jonas éclata de rire, un rire nerveux. « Vous plaisantez ? Vous avez vu les fresques, comme moi. Cette énergie peut révolutionner la médecine, la technologie. Vous imaginez un monde sans maladie, sans pauvreté ? Vous voulez réellement l'abandonner ici ? » Le silence tomba dans la cabine. Jonas se tourna alors vers Thomas, cherchant un allié. « Et toi, Thomas ? Qu'en penses-tu ? Tu es historien. Tu sais à quel point une découverte comme celle-ci peut marquer un tournant dans l'histoire de l'humanité. » Thomas resta silencieux un moment. Il comprenait les arguments des deux côtés. L'histoire était remplie de découvertes qui avaient amélioré la vie des hommes, mais aussi d'inventions qui avaient provoqué des désastres. Ce cristal semblait être à la croisée de ces deux possibilités. Il hésita, son regard oscillant entre Jonas et le reste de l'équipe. « Je ne sais pas », finit-il par dire.
D'un côté, la promesse de ce cristal est immense, mais de l'autre, je ne peux ignorer le fait qu'il a détruit cette cité. Si nous le ramenons à la surface, qu'est-ce qui nous dit que le même sort ne nous attend pas? Jonas soupira bruyamment, visiblement frustré par l'hésitation de ses coéquipiers. Je comprends vos craintes, mais c'est une opportunité unique. Si nous ne le ramenons pas, d'autres viendront, d'autres chercheront, et ils finiront par le trouver. Alors autant que ce soit nous qui le fassions et qui en tirions profit. David secoua la tête. Ce n'est pas parce que nous l'avons trouvé que nous sommes les mieux placés pour décider de son avenir. Cette énergie, ce cristal, ils sont dangereux. Si nous le ramenons, nous risquons de réveiller des forces que nous ne comprenons même pas. Sophie prit la parole d'une voix calme mais déterminée. Jonas, tu dois comprendre que ce n'est pas une simple découverte archéologique. C'est un pouvoir qui a déjà englouti une civilisation. Le monde n'est pas prêt pour ça. Jonas croisa les bras, son visage se fermant. Vous êtes tous des lâches. Vous avez peur de ceux que vous ne comprenez pas. Moi, je vois l'avenir. Mais Thomas, après avoir réfléchi encore un moment, finit par prendre parti. Je pense que David et Sophie ont raison. Nous ne devrions pas ramener cet artefact à la surface. Nous avons trouvé des preuves que cette énergie est instable, et si elle tombait entre de mauvaises mains? Jonas regarda Thomas, la colère flamboyant dans ses yeux. Il n'arrivait pas à croire que tout le monde s'opposait à lui. Mais malgré son agitation, il ne pouvait pas forcer les autres à accepter son point de vue. La décision collective venait d'être prise. David, d'un ton ferme, déclara « Nous ne dirons à personne ce que nous avons trouvé ici. Cet endroit doit rester sous les eaux pour le moment, le temps que l'humanité soit prête et digne de recevoir cette sagesse, lorsqu'elle sera en mesure de l'utiliser à bon escient. » Jonas serra les poings, mais il ne répondit rien. Il tourna brusquement les talons, s'éloignant pour reprendre ses esprits. Mais tandis qu'il s'éloignait, Sophie remarqua quelque chose d'étrange. « David » murmura-t-elle en pointant du doigt. Jonas semble différent. David fronça les sourcils et suivit du regard Jonas, qui se comportait de manière anormale. Il fouillait frénétiquement dans les compartiments du sous-marin. David et Sophie échangèrent un regard perplexe. Soudain, sans avertissement, une secousse ébranla le sous-marin, envoyant David et Sophie au sol, comme si le fragment de cristal de l'Atlantide répondait à la tension de l'équipage. Thomas, qui était en train d'examiner les instruments, se retourna brusquement. « Qu'est-ce qui se passe ?» cria Sophie, alors que les lumières du sous-marin vacillaient. David se redressa péniblement, un mauvais pressentiment envahissant son esprit. Ils se précipitèrent vers la salle des machines, où ils trouvèrent Jonas, les traits tendus et les mains tremblantes, tenant une arme dans ses mains. Il les regarda, un éclat de folie brillant dans ses yeux. « Jonas, qu'est-ce que tu fais ?» s'écria David, choqué. Jonas sourit, un sourire sinistre qui fit frissonner David. « Vous m'avez laissé aucune autre option. Vous ne comprenez pas. Vous vous mettez en travers de l'histoire. » Sans autre avertissement, Jonas brandit l'arme et les força à reculer. « J'en ai assez de vos doutes et de vos hésitations. Je vais ramener ce cristal à la surface. » Sophie, sidérée, tenta de raisonner Jonas. « Ce que tu fais est insensé, Jonas. Tu ne comprends pas ce que ce cristal peut faire. Il a détruit toute une civilisation. » Mais Jonas secoua la tête, ses yeux brillants d'ambition. « Non, vous ne comprenez pas. Ce cristal représente le pouvoir absolu,
un pouvoir qui requiert quelqu'un de fort qui saura lui donner pleinement vie. Vous n'êtes qu'un obstacle sur ma route. » Sous la menace de l'arme, Jonas pointa Thomas du doigt, le visage déformé par l'impatience. « Prends cette corde et ligote-les, » ordonna-t-il d'une voix froide. Thomas, hésitant, lança un regard désolé à David et Sophie, mais obéit, attachant leurs poignets fermement aux barreaux métalliques situés le long de la paroi du sous-marin. Une fois ses compagnons neutralisés, il déposa doucement la corde, puis, sans un mot, tourna lentement le dos à Jonas. Les mains déjà en l'air, il attendit que ce dernier le ligote également, les yeux baissés, vaincu. Jonas, un rictus de satisfaction sur le visage, s'approcha et attacha Thomas avec une habileté effrayante avant de se retourner vers les commandes du sous-marin, son esprit déjà obsédé par la suite de son plan. « Maintenant, je vais prendre ce qui m'appartient, » murmura-t-il pour lui-même. Sous leurs yeux horrifiés, Jonas manœuvra les bras robotiques du sous-marin pour pénétrer à nouveau dans la salle secrète. Lentement, avec une précision froide, il entra à nouveau dans le cœur de la salle. Il se dirigeait en direction de la lueur bleue. « Le voilà », souffla Jonas, les yeux écarquillés d'admiration. Au fond de la salle, sur une sorte de piédestal, trônait un cristal d'une beauté irréelle, irradiant une lumière pulsante, comme s'il était vivant. Jonas, fasciné par la scène, ne pouvait détacher son regard de l'artefact. Il était hypnotisé par la puissance qui émanait de lui. « C'est ça. Ça fait 20 ans que j'attends ce moment. 20 ans de sacrifice, de recherche en vain, » murmura-t-il. David, ligoté et impuissant, tenta de raisonner son ancien ami une dernière fois. « Jonas, ce cristal va te détruire. Tu ne comprends pas ce que tu fais. » Mais Jonas ne l'écoutait plus. Il était déjà absorbé par l'idée du pouvoir qu'il pourrait tirer de cet artefact. D'une main tremblante mais résolue, il manipula le bras mécanique du sous-marin pour saisir le cristal. Dès qu'il eut enlevé le cristal de son piédestal, un grondement sourd retentit dans toute la structure. Le sous-marin trembla et une lueur intense envahit la salle. Jonas serra les dents, mais au lieu de s'arrêter, il poussa encore plus loin, ramenant le cristal à bord du sous-marin. Les membres de l'équipage ligotés regardaient, impuissants. Le cristal pulsait de plus en plus, et bientôt, il commença à interagir avec les systèmes électroniques du sous-marin. Les voyants clignotaient, les machines s'activaient d'elles-mêmes. Le sous-marin vibrait. « Jonas, arrête !» cria Sophie. « Tu ne le contrôles pas. » Mais Jonas, grisé par la puissance du cristal, l'ignora. Il regardait avec fascination les systèmes du sous-marin s'activer, comme si le cristal amplifiait leur puissance. Le petit véhicule de recherche sous-marin devenait une machine redoutable, une véritable arme de guerre. « Je peux tout faire maintenant », murmura Jonas, ses yeux emplis de folie. Thomas, ligoté à côté de David, regarda avec effroi. Il devient fou. Ce cristal est en train de le détruire. David acquiesça, la peur au ventre. Le cristal amplifie les émotions et les intentions de ceux qu'il possède. Jonas est trop avide de pouvoir. Il va le tuer. Et nous avec. Pendant ce temps, Jonas, le cristal en main, essayait désespérément de comprendre comment le manipuler. Mais le sous-marin commença à montrer des signes de surcharge. Des étincelles jaillirent des consoles, des alarmes se déclenchèrent. L'équipage regardait, impuissant, le sous-marin devenir de plus en plus instable. La folie de Jonas semblait hors de contrôle. Thomas, ligoté, se tourna vers David.
Il faut faire quelque chose. Il va nous tuer avec lui. » David, désespéré, se remémora les fresques qu'ils avaient vues plus tôt. Il se souvenait des avertissements gravés sur les murs. Ce cristal n'apportait que des désastres à ceux qui l'utilisaient avec de mauvaises intentions. Une tension palpable emplissait l'air, et tous, même Jonas, comprenaient qu'ils avaient franchi une ligne dangereuse. L'obsession de Jonas pour ce pouvoir allait peut-être signer leur perte à tous. Alors que Jonas se retournait vers le panneau de commande, David, qui avait réussi à se défaire discrètement de ses liens, bondit vers lui, tentant de l'assommer d'un coup rapide. Mais Jonas réagit à temps, sentant le danger. Il pivota brusquement et braqua son arme directement sur David, le regard glacé. « Pas si vite. Tu pensais vraiment pouvoir m'arrêter ?» Le souffle coupé, David recula lentement, levant les mains en signe de reddition. Jonas jeta un coup d'œil rapide à Sophie et Thomas, toujours attachés, et comprit qu'il était trop risqué de les garder à bord. La surcharge du système et la menace de leur présence le poussaient à agir vite. « C'est peut-être votre présence qui interfère avec le cristal, » dit Jonas. Il se dirigea alors vers eux et, d'un geste brusque, défit leurs liens. « Maintenant, enfilez ces combinaisons à oxygène. L'aventure s'arrête ici pour vous. » Jonas, les yeux fous, s'approcha d'eux. « Désolé, mais c'est la vie. Vous devriez être reconnaissant. Je vous laisse l'opportunité de méditer sur votre décision avant que vos corps ne fassent plus qu'un avec ces ruines. » Il ouvrit une trappe d'accès à l'extérieur et fit entrer l'équipage avant de refermer la porte. Depuis le tableau de commande, ils ouvrirent alors la vanne de sortie du sas qui immergea les trois amis dans l'eau froide des profondeurs. Ils n'étaient équipés que de bonbonnes d'oxygène avec des radios locales à faible portée pour communiquer entre eux. Avec la lumière faible de leurs scaphandres, ils ne pouvaient voir que des ombres spectrales des structures anciennes qui les entouraient. Sophie tenta de calmer sa respiration, son masque d'oxygène amplifiant le son de son souffle dans son casque. « On va manquer d'air. On ne tiendra pas longtemps ici, » murmura-t-elle. Thomas, debout à ses côtés, tentait de réfléchir à une solution. On ne peut même pas appeler le bateau pour qu'il vienne nous chercher. David restait silencieux. Il ne paniquait pas, contrairement aux autres. Sophie remarqua son calme étrange et se tourna vers lui. « David, tu sembles trop serein pour quelqu'un qui va manquer d'oxygène. » David finit par briser le silence. « Jonas nous a sous-estimés. Avant qu'il ne nous ligote, j'ai pris quelques précautions. » Les autres se tournèrent vers lui, surpris. David inspira profondément avant de répondre. « Souviens-toi de notre discussion dans le sous-marin, juste avant qu'on ne décide de ne pas remonter le cristal. » Il regarda Sophie avec un air grave. « Sur la fresque, tu as parlé d'une conscience et du fait que le cristal pouvait communiquer. Eh bien, il est entré en contact avec moi. J'ai eu une vision. » Thomas fronça les sourcils. « Une vision ?» David hocha la tête. « Oui, comme l'Atlante qui a été mise au courant du cataclysme, j'ai vu la trahison de Jonas avant qu'elle ne se produise. Au début, je pensais que c'était une simple hallucination, mais la voix du cristal m'a averti de prendre des précautions. Il m'a dit de ne pas prendre de risques et m'a montré ce que Jonas ferait. » Sophie, ébahie, le fixait intensément. « Je comprends mieux tes absences et ton mal de tête. » David acquiesça. « J'ai caché une radio longue portée dans mon scaphandre, au cas où... » De plus, il marqua une pause, un léger sourire apparaissant sur son visage. « Avant même que nous ne découvrions le cristal,
j'ai saboté le sous-marin. » Les autres restèrent bouche bée, abasourdis par la révélation. « Saboter le sous-marin ?» répéta Thomas. « Pourquoi ? » Parce que la voix m'a averti que si quelqu'un tentait d'utiliser le cristal à des fins égoïstes, sa force se retournerait contre lui. Mais au cas où la situation dégénérerait, et ayant des doutes sur Jonas, je voulais m'assurer qu'il ne puisse pas prendre le contrôle du sous-marin. Sophie posa une main sur l'épaule de David. « Mais qu'est-ce qui va lui arriver maintenant ?» David secoua la tête. « Je n'en suis pas sûr. Mais... » Avant qu'il ne puisse finir sa phrase, une lumière intense surgit dans les profondeurs, une explosion de lumière venue de la direction du sous-marin. L'onde de choc souleva la poussière des ruines autour d'eux, illuminant brièvement les ruines comme en plein jour. Le sous-marin venait d'imploser dans un éclat soudain. Jonas et le cristal qu'il avait tant convoité avaient été détruits. David regarda l'explosion avec une expression indéchiffrable. « Je n'ai fait que programmer la désactivation des moteurs. Ce qui vient de se passer, c'est le cristal. » Sophie et Thomas comprirent enfin. Ce cristal, ce pouvoir antique et insondable, avait en quelque sorte protégé David et les autres en poussant Jonas à les abandonner dans les ruines, hors du sous-marin. Mais pour Jonas, avide de contrôle, le cristal lui avait donné le salaire de sa cupidité. « C'est fini », murmura Sophie, soulagée mais encore en état de choc. David activa le module longue portée et une faible lueur apparut sur l'écran de son scaphandre. Il réussit à entrer en contact avec le bateau en surface, en voyant leur position. Le bateau répondit rapidement, confirmant qu'il les localisait et qu'il enverrait un treuil pour les remonter à la surface. L'aventure touchait enfin à sa fin. Alors qu'ils attendaient en silence, regardant les ruines anciennes autour d'eux, ils comprirent la portée de leur aventure. Le cristal avait anéanti Jonas, mais il les avait aussi indirectement protégés. David, Sophie et Thomas se tenaient immobiles sous l'eau, les scaphandres de plongée à peine illuminés par la lumière bleutée qui émanait des ruines de l'Atlantide. Le silence oppressant de l'océan les enveloppait, uniquement brisé par le souffle mécanique de leur respiration, amplifié par les masques à oxygène. Le sous-marin n'était plus qu'un lointain souvenir, une carcasse implosée quelque part dans les profondeurs, emportant avec lui Jonas, le cristal, et sa puissance qui s'était retournée contre lui. « Le bateau a confirmé qu'il nous avait localisés, » dit David en se tournant vers ses coéquipiers. « Ils vont envoyer un treuil, ils arriveront à temps. » Thomas hocha la tête, son regard fixé sur les ruines autour de lui, comme s'il tentait d'assimiler l'immensité de ce qu'il venait de vivre. « Je n'arrive toujours pas à croire qu'on soit passé si près de la catastrophe. » David réfléchit un moment. « Je crois que cette énergie ou cette force est liée à quelque chose que nous ne comprenons pas complètement. » Sophie acquiesça. « Cela confirme ce que j'ai eu du mal à déchiffrer, » dit-elle à travers la radio de son casque. « Le cristal a une forme de conscience qui lui est propre. Lorsqu'il se sent menacé, il peut choisir une personne et communiquer avec elle par télépathie. C'est ce qui a dû se passer avec le sage de l'Atlantide, dépeint sur les fresques. Le cristal l'avait choisi et l'avait mis en garde, une sorte de système d'autodéfense, comme si cette conscience voulait continuer à vivre. L'homme a été guidé pour faire perdurer ce cristal, tout comme toi, David. » Un silence pesant s'installa, alors que chacun se remémorait les derniers événements. Le visage de Jonas, déformé par la folie, hantait encore leurs esprits. Alors qu'ils attendaient patiemment, David, Sophie et Thomas se tenaient debout, leurs scaphandres entourés des ombres des ruines de l'Atlantide.
Il se demandait si le cristal s'était autodétruit ou s'il avait trouvé un moyen de perdurer, comme il l'a fait au temps de la cité. Quelques minutes plus tard, une faible vibration parcourut l'eau au-dessus d'eux. Le treuil du bateau descendait enfin, une lueur de lumière perçant les ténèbres. Sophie poussa un soupir de soulagement. On est sauvé. David sourit sereinement, comme s'il voyait en elle quelque chose de plus profond, de plus lointain. Ils fixèrent le câble qui descendait lentement vers eux, prêts à s'accrocher et à quitter définitivement ce lieu. Tandis qu'ils s'élevaient, leurs regards se perdirent une dernière fois sur les ruines. Le savoir et les secrets des Atlantes restaient là, enterrés sous des kilomètres d'eau, inaccessibles aux ambitions humaines. Finalement, après ce qui sembla être une éternité, la surface apparut, l'eau se brisant autour d'eux alors qu'ils étaient tirés à bord du bateau. Le capitaine et son équipage les accueillirent avec des visages inquiets mais soulagés. « On vous a perdus pendant un bon moment », dit le capitaine en les aidant à retirer leurs scaphandres. « La communication s'est coupée presque dès votre immersion. Qu'est-ce qu'il s'est passé là-dessous? Où est Jonas ?» David, essoufflé mais soulagé, échangea un regard rapide avec Sophie et Thomas. Ils savaient tous les trois ce qu'ils allaient dire. La vérité de ce qu'ils avaient vécu était trop dangereuse pour être révélée au monde. Ils n'avaient pas le droit de risquer que quelqu'un d'autre tente de retrouver ce cristal. Thomas prit la parole, sa voix calme mais empreinte de tristesse. Jonas n'a pas survécu. Il a essayé de prendre le contrôle du sous-marin, mais il y a eu un accident. Le sous-marin a implosé. Nous avons eu de la chance de pouvoir nous en sortir. Le capitaine acquiesça, le visage grave. C'est tragique. Je suis désolé pour Jonas. Puis, après une pause, il ajouta: Et vous, avez-vous trouvé ce que vous étiez venu chercher? Un silence pesant suivit cette question. David jeta un dernier regard à Sophie. Elle hocha doucement la tête, un accord silencieux. David se tourna vers le capitaine et répondit avec une voix posée, mais résolue. « Non, nous n'avons rien trouvé. Il n'y avait rien que de vieux rochers. » Le capitaine hocha la tête, respectant la réponse, sans poser d'autres questions. Ils étaient sains et saufs. C'était tout ce qui comptait. Les membres de l'équipage du bateau qu'ils avaient loué pour cette aventure les aidèrent à retirer leurs derniers équipements, puis les laissèrent se reposer sur le pont, le temps de reprendre leurs esprits après cette expérience éprouvante. Quelques jours plus tard, le bateau avait mis le cap sur la terre ferme, coupant à travers les vagues calmes de l'océan. David se tenait seul sur le pont, observant l'horizon. La lumière du soleil couchant peignait des teintes d'or et de rose sur l'eau. Il repensait à tout ce qu'il venait de faire, mais semblait aussi songer à l'avenir. Il entendit des pas derrière lui et se retourna pour voir Sophie qui le rejoignait. Elle s'appuya contre la rambarde à ses côtés, le regard tourné vers l'océan. Pendant un moment, ils restèrent silencieux, profitant simplement de la tranquillité du moment. Sophie sourit doucement et, après un instant de silence, elle se tourna vers lui. « Tu sais, pendant tout ce temps sous l'eau, en voyant l'oxygène diminuer, je n'arrêtais pas de penser à toi. » David la regarda avec tendresse. Sophie continua, son sourire s'élargissant. « Oui, tu as pris tant de risques pour nous protéger, tu as fait des choix difficiles. Et quand on était en bas et que les réserves s'épuisaient lentement, je ne pouvais penser qu'à une seule chose. Je ne voulais pas mourir sans te dire ce que je ressens. » David sentit son cœur s'accélérer,
mais ne semblait pas surpris. « Sophie, je dois t'avouer quelque chose aussi, » murmura-t-il. Quand on a pris la décision de tout laisser en bas, pendant un moment, j'ai eu la sensation d'avoir perdu quelque chose, mais cela m'importait peu, car j'ai très vite réalisé que j'avais trouvé quelque chose de bien plus précieux que n'importe quel cristal. Sophie le regarda, surprise, mais un sourire radieux éclaira son visage. Elle s'approcha doucement de lui, leurs regards s'entremêlant sous le doux vent marin. Ils s'embrassèrent tendrement, tandis que, au loin, des dauphins jaillissaient de l'eau, leurs silhouettes gracieuses dansant au rythme du bateau. David, enlaçant tendrement Sophie, lui chuchota à l'oreille. « Tu sais, la vision que j'ai eue de la destruction du sous-marin. » Sophie le regarda dans les yeux, intriguée. Il poursuivit doucement. « Ce n'était pas la seule vision que le cristal m'a offerte. » Prenant sa main, son cœur battant plus fort, il inspira profondément. « Sophie, veux-tu devenir ma femme ?» Les yeux de Sophie s'agrandirent de surprise, puis un sourire radieux illumina son visage. Elle hocha la tête, les larmes au coin des yeux, submergée par l'émotion. Sous son regard étonné, David sortit une bague de sa poche et la glissa délicatement à son doigt. Sophie sentit aussitôt un frisson parcourir tout son corps, comme si une force invisible amplifiait l'intensité de ce qu'elle ressentait. Son amour pour David, déjà profond, semblait soudain prendre une dimension nouvelle, presque palpable. Elle serra sa main dans la sienne, sentant son propre cœur s'accélérer. La pierre à son doigt scintillait d'une lueur bleue presque irréelle, comme si les échos d'une cité engloutie vibraient encore en son cœur.